Salut tout le monde, salut et bienvenue pour ce 10e épisode. Déjà 10, en fait plus que 10, puisqu'on a eu 2 épisodes spéciaux, ça nous fait déjà 12 épisodes, et vous vous rendez compte, depuis mi-septembre, on est rendu fin décembre, mi-décembre, ça fait déjà 3 mois, et on a vu tellement de choses. Et ça continue aujourd'hui. Salut Jeff. Aujourd'hui on va parler des écrans alphanumériques. Mais t'étais là Jeff hier soir, ouais, enfin t'étais là à la fin surtout je crois. Et du coup, on va parler des écrans alphanumériques qui vont nous permettre de continuer à rendre nos applications un petit peu plus vivantes, un petit peu plus agréables, avec du texte et des chiffres. Donc des lettres et des chiffres. Des écrans alpha, donc les lettres, et numériques, les chiffres. Donc ça permettra pas d'afficher des super dessins de folie ou des choses comme ça, mais ça permettra quand même d'afficher des informations à un utilisateur ou ce genre de choses. Je vais pas faire comme d'habitude, je vais pas revenir parler des moteurs et tout, ça a été un morceau qui était déjà assez conséquent, on va dire, la semaine dernière. Donc pour ça, je vous laisserai aller consulter, si jamais vous voulez rafraîchir un peu la mémoire sur tout ce qui est moteur, je vous laisserai aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on va pas se servir du tout des moteurs, on va pas se servir de ce qu'on a vu du tout avec les moteurs, c'est vraiment un morceau qui est complètement indépendant aujourd'hui, donc les écrans alphanumériques. Des écrans, il en existe un paquet. Vous en avez un sous les yeux pour regarder cette vidéo, que ce soit un écran de téléphone ou un écran d'ordinateur. Et ils ont une résolution qui est assez extrême. On parle de Full HD quand ils ont 1920 par 1080 en termes de résolution, il y a la 4K, etc. etc. Aujourd'hui, on part faire un voyage dans le temps, puisqu'on va retourner dans les années 60-70 avec des vieux petits écrans, que vous avez sûrement vu, les écrans... vous avez peut-être vu sur des fours ou des trucs comme ça, des appareils électroménagers. Vous savez, c'est les écrans où les caractères, on les reconnaît assez facilement. Et on a souvent soit une ligne, soit 2 lignes par 16 caractères uniquement. Bien aujourd'hui, on va voir ce type d'écran, qui sont donc vieux, donc pas chers, super connus, super maîtrisés, donc faciles à utiliser, très très bien documentés. Et qui donc, point de vue pédagogique, sont assez faciles à utiliser. Et ça va nous permettre de découvrir une nouvelle forme de communication, qui est la communication parallèle. On en avait un petit peu parlé, on l'avait évoqué quand on parlait de la communication par voie série il y a quelques semaines, au mois de mi-novembre, début novembre, un truc comme ça. Et donc aujourd'hui on va parler de la communication parallèle. Je vais juste vous l'évoquer, parce que finalement, conceptuellement, il n'y a pas grand chose de différent, vous allez le voir. On va retrouver les mêmes concepts, mais bon, c'est toujours bien de le savoir. Comme d'habitude, vous aurez l'ensemble de tout cela sur le blog. Donc ça sera la partie G. On a déjà fait tout le reste avant, sauf la partie sur les capteurs, qu'on verra la semaine prochaine. Et donc là, on a juste sauté un petit peu, décalé un petit peu, pour faire une partie un peu plus light. Donc aujourd'hui, ça va être un peu plus tranquille. Point de vue électronique, il n'y aura pas grand-chose. On verra plus de choses point de vue informatique, mais il n'y aura rien d'extrême. Tout ce qu'on va voir, vous auriez pu le faire vous-même, en cherchant un petit peu sur Google ou des trucs comme ça. Il n'y a rien de vraiment conceptuellement trop difficile à aborder, point de vue informatique. Et donc ça va nous permettre de faire une petite pause avant de rattaquer pour la dernière séance de 2019, la semaine prochaine, qui parlera des capteurs, où on reviendra sur de l'électronique. Donc c'est parti. Hop. Alors, c'est génial parce que hier soir, le simulateur ne fonctionnait plus. J'ai vérifié aujourd'hui, il tout a l'air d'être rentré en ordre, donc on va pouvoir travailler correctement. Donc, les écrans alphanumériques, comme je vous disais, vous les avez sûrement déjà vus, ça se présente comme ça. Un écran alphanumérique, c'est un écran comme ça, où vous avez 16 cases sur... Enfin, 2 fois 16 cases. 16 cases en colonne comme ça, et ensuite 2 lignes de 16 cases. Donc, ça se présente hop, comme ceci. Quand c'est allumé, ça ressemble à ça. Vous voyez, vous avez des petites cases, et dans chaque case, on a un caractère qui va s'afficher. Alors, un caractère, ça peut être une lettre, un caractère de ponctuation, ou un chiffre. Mais pas beaucoup plus. Vous ne pourrez pas afficher d'emoji ou des trucs comme ça. Non. On parle bien que des caractères standards, tout simple, tout bête. Donc ça va nous permettre d'afficher ça. Et pour afficher tout ça, vous voyez, sur notre écran, on a pas mal de broches. Alors on va en parler un petit peu de ces différentes broches. Tout d'abord, on a comme d'habitude les 2 broches d'alimentation. Donc le 5 volts d'un côté et la masse de l'autre. Salut Chris, on l'a pas commencé il y a longtemps, hein. Ça fait 5 minutes qu'on est là, t'inquiète pas, t'as rien raté. C'est bizarre que la commande up marche pas d'ailleurs. Essaye uptime, peut-être que c'est celle-ci. Mais t'inquiète pas, t'as rien raté. Donc on a les 2 broches VCC et la masse. Pour alimenter la carte, bon de toute évidence ça fonctionne pas.
Ensuite, on a une broche de contraste, je reviendrai dessus tout à l'heure. 3 broches qui vont nous servir à paramétrer le fonctionnement de notre écran. Donc c'est pareil, je reviendrai un petit peu après dessus. Et après, 8 broches qui vont s'appeler DB 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces broches DB, c'est ce qu'on appelle data bit. Alors, hop, DB égale data bits. C'est les broches qui vont nous servir à transférer le texte transférer les informations plutôt que le texte, transférer les informations depuis la carte Arduino vers notre petit écran. On en reparle encore une fois juste après. Et enfin, on a 2 broches qui concernent des LED. Alors pourquoi il y a des broches qui concernent les LED? Les écrans de ce type, donc les écrans liquid crystal, les écrans à cristaux liquides, ils ont un fonctionnement un petit peu particulier. Le principe, c'est que donc sur votre écran, vous avez plein de petites cases. Vous voyez, il y en a 5 par 7. Très souvent, c'est 5 par 7. Dans chaque cellule, chaque caractère, il peut s'allumer grâce à 5 par 7, une grille de 5 par 7 pixels. Chaque petit pixel, il va avoir soit l'état 1, soit l'état 0. Donc soit il est noir, soit il est blanc. Sauf que pour voir ce contraste, l'écran en lui-même n'émet pas de lumière. Il fait juste basculer la valeur d'un pixel. Il l'assombrit ou il l'éclaircit. Mais l'écran en lui-même n'émet pas de lumière. Donc si on veut pouvoir voir ce qu'il y a sur l'écran, il va falloir une source lumineuse. Alors cette source lumineuse, ça peut être soit le soleil, la lumière extérieure qui vient éclairer l'écran, et donc vous allez pouvoir voir, distinguer les différents pixels. Alors pour les plus âgés d'entre nous, ça va être par exemple l'exemple de la Game Boy. Les premières Game Boy, il fallait regarder l'écran avec une source lumineuse pointée dessus pour distinguer les pixels les uns des autres. Et donc là c'est pareil. Et pour pallier à ce problème, on a inventé le rétroéclairage. C'est-à-dire que dans le cadre, dans le châssis de votre écran, dessous, vous allez avoir des LED, alors elles peuvent être blanches, elles peuvent être de couleur, vous allez avoir des LED qui vont s'allumer et qui vont éclairer par derrière, donc rétroéclairage, qui vont éclairer par-dessous votre écran, et la lumière ensuite, en fonction qu'elle passe à travers un pixel noir ou un pixel blanc, ça va vous permettre d'obtenir un contraste. Donc selon que ça passe contre un pixel noir, vous ne le verrez pas forcément, ou contre un pixel blanc, vous le verrez. Ou à l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on a 2 broches de LED. Ça va nous permettre d'alimenter les LED qui sont en dessous, qui nous permettent d'avoir un contraste. Donc tant que j'y suis à parler des LED, donc vous voyez, vous avez l'anode et la cathode. Tant qu'à parler des LED, vous avez ici une broche de contraste. Cette broche, elle va vous servir à régler la résistance qui est par rapport au LED. Ça va vous servir à régler, est-ce que vous voulez une grosse résistance et donc une luminosité faible, parce que donc, je vous rappelle le tout premier cours qu'on a vu, ou peut-être le deuxième, j'exagère, le deuxième cours. Vous savez que quand on a des LED, on a une LED, on met à chaque fois une résistance. Et si ma résistance elle est élevée, la luminosité va être faible. Si ma résistance est faible, ma luminosité va être forte. Et donc ici, sur la broche VO, on va brancher un potentiomètre, et ce potentiomètre va servir à définir la quantité de résistance qu'on veut mettre pour que mes LED éclairent plus ou moins fort. Donc si on a une résistance V0, un contraste faible, si on a une résistance faible, l'écran va éclairer fort, on aura un contraste élevé. Si on a une résistance forte, le contraste va être faible, et donc du coup, on aura une luminosité faible. Ensuite, je vous parlais de ces différentes petites broches. Alors, il y a les broches DB. Les broches DB qui sont les broches databit. Salut Amaury. Les broches databit, ça va vous servir à transférer l'information entre votre carte Arduino et la petite carte d'écran, le petit écran. Pour cela, au lieu de transférer les bits 1 à 1, on va transférer les bits par paquet, 8 par 8. C'est ce qu'on appelle une communication parallèle. Vous allez avoir, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a vu la voie serrée. Dans la voie serrée, quand on voulait envoyer un octet, on envoyait les bits les uns après les autres. Sur un seul fil, on envoyait 0, puis 1, puis 0, puis 1 par exemple. C'est le cas par exemple de l'exemple que quand je vous parle. Quand je vous parle, je fais des sons les uns après les autres, ça parvient à vos oreilles, et votre cerveau accumule ces sons pour reconstituer un mot, puis une phrase. Donc c'est les sons les uns après les autres, à la série, qui vous permettent de recréer une phrase. Par contre, pour l'exemple qu'on avait utilisé à l'époque, le concert. Lorsque vous écoutez un concert, il y a plusieurs instruments qui vont jouer en même temps pour créer un seul son,
qui va être harmonieux, pour créer une harmonie. Votre cerveau, il entend tous ces sons d'un coup, en parallèle, et il est capable de recréer cette harmonie, le son harmonieux. Et bien là, ça va être pareil. Ce qui va se passer, c'est qu'on va relier 8 fils sur DB0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre 8 fils et on va transférer nos 8 bits à la fois. Donc quand on va envoyer un octet, on va envoyer 8 bits à la fois. Donc par exemple, l'octet qui va être... le bit ici de mon octet, il va être branché par exemple sur 0. Puis le bit suivant, il va être sur le fil DB1. Puis le bit suivant sur DB2, etc. etc. jusqu'au dernier bit de mon octet qui sera relié sur DB7. Donc on va transférer tout l'octet d'un coup comme ça sur les 8 fils. Donc on va relier 8 fils. Ensuite, on a 3 broches ici qui vont nous servir de pilotage en quelque sorte, de broches de commande de notre écran. Il y a la broche Enable avec un E. Donc E. Alors DB pour data bit. Voilà. E pour enable, donc activer ou désactiver en français. Ensuite on a RW pour read write. Donc là ça va permettre de définir si on veut envoyer une information vers l'écran ou lire une information depuis l'écran. Par exemple, si on fait une écriture, on va dire écris-moi le caractère A à l'emplacement 00. Et si on fait une lecture, on pourrait communiquer avec l'écran pour lui demander quel est le caractère actuellement affiché à la position 00. Très souvent, on se contentera uniquement de faire des write. Très souvent, on se contente juste de faire des écritures vers l'écran, puisqu'étant donné qu'on est les seuls à communiquer avec, a priori, à tout moment, on sait ce qu'on a fait avant, donc on sait dans quel état est l'écran. Et enfin, il reste une broche qui s'appelle RS pour Register Select. Register Select. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Dans votre écran, il y a une petite puce électronique. Il y a un petit composant électronique qui va servir un peu de cerveau à votre écran. Ce cerveau, il va servir à déterminer qu'est-ce qu'on affiche à quel endroit. Et pour ça, il faut le paramétrer. Donc, à l'intérieur, ce petit cerveau, il possède plein de petites cases mémoire. Ces cases mémoire, on appelle ça des registres. En anglais, register. On appelle ça des registres. Et chaque registre permet de définir une fonction particulière de l'écran. Par exemple, il y a un registre qui va servir à déterminer si on est censé voir ou pas le curseur clignoter à l'écran. Donc si dans le registre, admettons, c'est le registre 10, si dans le registre 10, j'écris 1, ça voudra dire que le curseur doit clignoter, et si dans le registre 10, j'écris 0, ça veut dire que le curseur sur l'écran ne doit pas clignoter. Et donc, avec la fonction Register Select, ça va nous permettre de dire si, lorsqu'on est en train d'écrire des informations sur les broches DB0 à DB7, lorsque je suis en train d'envoyer un octet, est-ce que cet octet, il sert à définir la position d'un registre? Est-ce qu'il sert à sélectionner un registre? Ou est-ce qu'il sert à écrire une donnée dans le registre? Donc si Register Select, il est à l'état O, l'octet ici va sélectionner le registre. Si on écrit 10, ça veut dire sélectionne le registre 10, et la fois suivante, Register Select, on va le mettre à 0, et on écrira un octet qui prendra la place du précédent dans le registre 10. Donc si on écrit ensuite 42, on aura le registre 10 qui vaudra la valeur 42. Est-ce que c'est à peu près clair sur les différentes broches, sur le fonctionnement de l'écran? Ne vous inquiétez pas, on va le mettre en marche très bientôt, ça va devenir encore plus clair. Ok. Alors attention Amaury, hein, si tu fais des blagues aujourd'hui, ah bah non ça marche pas, mince, j'avais activé ma petite tablette. Donc maintenant, je vais pas m'embêter à le câbler moi-même, on va directement aller sur un montage préfet. Alors c'est pas ici, les démarreurs, voilà, Arduino. On va prendre une Arduino avec déjà un écran. Ça m'évitera de passer 5 minutes à relier des fils, parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant comme délire. Donc vous voyez ici, on a notre écran. Alors, on a, comme d'habitude, le 5 volts qui est relié à la carte, puis la masse. De l'autre côté, c'est renvoyé, même si ça sert à rien, sauf pour le plus 5 ici. Ensuite, on a la masse
pour notre petite carte, pour notre écran, l'alimentation de l'écran, donc le VCC. Ici, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un potentiomètre qui sert à définir le V0, le contraste de notre écran, donc qui va servir à définir si on a plus ou moins de courant qui va aller dans nos LED. Et ici, on a nos LED qui sont alimentés pour alimenter le rétroéclairage de l'écran. Enfin, une dernière chose, ça va être de relier les différentes broches de commande à notre Arduino. Donc on va voir RS en orange qui va être relié à 12, Enable qui va être relié à 11. Comme je disais tout à l'heure, comme la majeure partie du temps on se contente juste de faire des écritures, ici la broche Read-Write elle est reliée directement à la masse, donc on ne pourra jamais faire de lecture des registres, on va uniquement aller les écrire, mais c'est pas très grave, puisqu'on n'a pas vraiment besoin d'aller lire le contenu de l'écran vu qu'on est sans arrêt en train d'écrire dedans. Et après vous voyez, les différentes broches de données, elles ne sont reliées que celles de la fin, que les 4, 5, 6 et 7. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les écrans de ce type, les écrans LCD, à l'intérieur, la petite puce, bien souvent, pas systématiquement, mais bien souvent, la petite puce, elle permet d'être pilotée uniquement avec 4 fils de données au lieu de 8. Alors vous allez me dire, c'est un peu idiot, si on a une communication parallèle, autant l'utiliser à son plein potentiel. Oui, mais, bien souvent, câbler des fils, c'est galère, parce qu'il faut pouvoir faire passer les fils sur la carte électronique, ou alors il faut pouvoir envoyer des fils, donc c'est galère, ça prend de la place, c'est pas toujours simple. Et donc, on aime bien quand on peut économiser des fils, tout en gardant la fonctionnalité à son plein potentiel. Donc là, ça veut dire que pour chaque envoi d'octet, au lieu d'envoyer un octet en une seule fois, donc envoyer les 8 bits d'un coup, on va envoyer un premier coup les 4 bits de gauche, et un deuxième coup les 4 bits de droite. Donc au lieu de faire la transmission en une seule fois, la transmission se fera en 2 temps. La première moitié de l'octet, puis la deuxième moitié. Donc on perd un tout petit peu en vitesse, mais on gagne en encombrement, puisqu'on gagne, on économise 4 fils sur notre carte Arduino. Si vous vouliez faire des montages après et que vous avez besoin de broches, et bien vous en avez 4 de libérés grâce à ça. C'est pas toujours possible. Il y a certains écrans LCD qui le permettent pas. Comment on peut le savoir? Eh bien, tout simplement, les écrans LCD, très souvent, quasiment systématiquement, la petite puce à l'intérieur, que je vous parlais un petit peu plus tôt, qui sert à les piloter, ça s'appelle une puce compatible HD 44780. La plupart des puces qui sont à l'intérieur sont compatibles avec cette puce-là, qui est la puce un peu historique. Et cette puce-là permet justement de piloter l'écran avec 4 broches au lieu de 8. 4 broches de données au lieu de 8. Donc ça, c'est notre petit écran. Vous voyez, il est câblé, on a nos LED qui servent à rétroéclairer, etc., etc. Je vais démarrer la simulation sans aller voir le code qui est fourni de base. Et donc vous voyez, l'écran quand il s'affiche, ça donne ça. On a tous nos caractères, une ligne de 16 caractères en haut, une ligne de 16 caractères en bas, et donc l'écran de le programme de base qu'on n'a pas encore regardé, il écrit Hello World sur la première ligne, et il écrit le temps qui passe, les secondes qui s'écoulent sur la deuxième ligne. Donc ça c'est bien beau. Maintenant qu'on a vu comment il fonctionnait de manière électronique, voyons voir au niveau du code. Et juste une dernière chose, vous voyez tout à l'heure je vous parlais du contraste, sur le simulateur le contraste il est pété. Il faut foutre à fond le potentiomètre sinon ça marche pas. Vous voyez, dès que je suis en position intermédiaire, il n'y a plus du tout de contraste. Dans la vraie vie, ça changerait vraiment le contraste. Ici c'est juste, ça marche pas. C'est juste cassé. Hop, je vais enlever tout ça parce que ça m'intéresse pas. Et je vais vous cacher, hop, toute la partie suivante du code. Donc, pour se servir de cet écran, on a 2 façons de faire. Soit, la première, on code tout nous-mêmes. Après tout, il suffirait d'aller chercher la documentation technique de ce composant. J'ai pas compris ta question, Amaury. L'écran supporterait le débit de données impliqué par le parallèle by the way. Si tu peux reformuler, j'ai pas compris. Donc il suffirait de chercher la documentation technique de ce composant, ça nous donnerait tous les noms des registres, leurs numéros, etc., comment doit se faire la communication, et du coup, on pourrait s'amuser à coder nous-mêmes ce qu'il faut écrire sur chaque fil pour faire fonctionner l'écran. Sauf que ça nous prendrait un peu de temps et tout, ça va être contraignant. Une deuxième solution, c'est de faire confiance aux gens qui ont travaillé avant nous, et donc il y a des gens qui ont créé une bibliothèque logicielle qui s'appelle Liquid Crystal, donc en anglais, écran liquide. Cette librairie, cette bibliothèque, elle est fournie de base dans l'écosystème Arduino. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour ajouter une librairie, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire avec Cerveau.
Hop, je vous rajoute juste la petite fenêtre Arduino qui est, hop là, ici. Vous voyez, dans votre, si vous utilisez le logiciel officiel Arduino, dedans, quand vous cliquez sur Croquis, vous pouvez faire inclure une bibliothèque. Et dedans, dans la section Arduino Bibliothèque, vous avez toutes celles qui sont fournies de base par l'écosystème Arduino. Donc par exemple, la bibliothèque Liquid Crystal. Si vous cliquez dessus, ça va faire exactement ce qu'on avait déjà fait pour l'objet cerveau, ça va faire include liquidcrystal.h. Donc c'est exactement ce qu'on avait fait quand on avait fait avec l'objet cerveau. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous rappelle que le fichier .h, le fichier liquidcrystal.h, il permet d'incorporer dans notre code tout le glossaire des fonctions qui sont utilisées pour cet objet Liquid Crystal, pour cette nouvelle chose qui s'appelle Liquid Crystal. Alors, attends, je rattrape ta question, Amaury. C'est combien le débit parallèle? J'en ai aucune idée. Pour être tout à fait franc, étant donné que j'utilise à chaque fois des librairies qui me mâchent le travail, je ne me rappelle plus du tout. Faudrait aller voir la documentation, ça pourrait être intéressant à regarder, et ça sera expliqué. L'idée était que si on envoie trop de données à l'écran, est-ce qu'il supporte leur affichage? Est-ce que c'est pas supérieur à la fréquence de rafraîchissement, etc., etc. Mais du coup, comme c'est l'envoi de chaque demi-octet, c'est un sujet. Et de toute façon, après, si tu dépasses la vitesse, l'écran il va pas être capable de comprendre les bits que tu envoies, de comprendre le signal que tu envoies. Donc, au mieux il fait rien, au pire il affiche n'importe quoi. Alors, donc on va ajouter toutes les fonctions qui nous permettent de fonctionner notre écran avec le include liquidcrystal.h. Ensuite, il va falloir se servir de ce petit écran. Donc comme pour l'objet cerveau, vous vous rappelez quand on avait utilisé le cerveau.h, on a un nouveau type qui est disponible. Au lieu que ce soit un int ou un char, on a dorénavant des choses de type liquid crystal. Et donc les choses de type liquid crystal, on peut en créer une, qu'on appellerait par exemple LCD. Et cette chose LCD, on peut la créer en lui donnant des informations, en lui donnant à manger différents paramètres. Ces différents paramètres, vous pouvez les trouver dans la documentation de la librairie Liquid Crystal. Donc je vous la poste dans le chat. Non Chris, je pense que c'est plus rapide, mais je veux pas mouiller, je peux me tromper. Donc c'est peut-être plus que 9600. Avec cette librairie Liquid Crystal, il nous explique que ça fonctionne pour les composants de type HD44780 ou compatibles, et qui peut fonctionner en 4 ou 8 fils de données. Donc ce que je vous expliquais un petit peu plus tôt. La première chose qu'on va faire, c'est créer une variable de type Liquid Crystal. Et on voit qu'il existe 4 syntaxes possibles. La première syntaxe, elle prend 6 paramètres. Le premier paramètre, ça va être la broche sur laquelle est relié le signal register select. Le deuxième paramètre, ça va être la broche enable, sur quelle broche est relié le signal enable. Et ensuite, les broches de données D4, D5, D6 et D7. Une deuxième façon de créer ce type de variable, c'est en précisant aussi quelle est la broche de read-write. Donc elle se placera en deuxième paramètre. Si on fournit que 6 paramètres, alors forcément c'est cette syntaxe-là. Si on en fournit 7, c'est cette syntaxe-là. Pas facile à dire ça. Si on en fournit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alors ça sera celle-ci. Donc la même que la première, mais avec les broches de données D0, D1, D2, D3. Et enfin, il existe encore une dernière syntaxe pour créer ce type d'objet, ce type de variable, qui est aussi avec la broche read-write. Donc nous, on est dans ce cas-là. On va s'intéresser à ce cas-là. Donc, pour créer notre objet de type liquid crystal, il va falloir fournir les broches RS, enable, D4, D5, D6 et D7. Donc RS, orange, orange, broche 12, très bien. Enable, jaune, toc toc toc, broche 11, ok super. Et D4, D5, D6, D7 sur 5, 4, 3, 2. Donc D4, 5, 4, 3 et DB7, 2. Donc le câblage est bon. Le câblage est compatible avec ce qu'il faut pour démarrer un écran comme ça, comme ceci. Ensuite, on va aller initialiser dans le setup, on va aller démarrer notre écran. Pour démarrer notre écran,
on va utiliser la fonction, la sous-fonction begin, l'instruction begin de notre variable LCD. Cette instruction, elle va prendre deux paramètres qui sont le nombre de colonnes, donc vertical, le nombre de colonnes sur mon écran. Donc en colonne, je peux mettre 16 caractères, donc je vais lui dire 16, et le nombre de lignes, donc en l'occurrence 2. Il y a des écrans qui sont par exemple 16 par 4, ou 32 par 4 pour des écrans plus gros, ou tout simplement 8 par 1. Vous pouvez afficher juste 8 caractères sur une seule ligne. Donc là, il faut préciser combien de caractères on peut afficher en largeur et en hauteur. Donc 16 par 2. Colonne, virgule, ligne. Nombre de... Hop, colonne, ligne. Donc là, ça va initialiser l'écran. Donc si on fait ça, ça va juste démarrer l'écran. Et enfin, on peut utiliser une dernière fonction qui s'appelle LCD print. Et là, qui va servir à juste afficher le texte. Par exemple, Twitch TV /Eskimo. Alors, il faut faire attention à ce que ça rentre sur 16 caractères. Puisqu'on a un écran qui peut faire que 16 de large. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Là, par exemple, j'ai un caractère de trop. Donc, on peut l'afficher. Mon texte ne va pas pouvoir s'afficher en entier. Le dernier caractère va partir, va sortir du truc. J'ai pas enlevé le loop, alors du coup ça affiche. J'aurais dû l'enlever. Ça affiche les secondes aussi qui s'écoulent. On peut faire comme ça, TTV. Et là, pour le coup, tout va s'afficher. Donc vous voyez, caractère alphanumérique et aussi caractère de ponctuation. Les points, les virgules, les espaces, les signes d'algèbre. Tout ça, normalement, ça passe. Tous les caractères standards, on va dire. Vous pourriez me dire, on peut s'arrêter là. On connaît déjà l'essentiel, c'est cool, on est capable d'afficher du texte. Mais bon, on va aller un petit peu plus loin quand même. Est-ce que ça va jusque là? On a encore plein de choses passionnantes à voir. Oui, parfait, super. La prochaine chose que l'on va regarder, ça va être cette fonction-là, setCursor. Parce que là, vous avez vu, quand on écrit, fatalement, c'est à partir du point 0, 0. Donc le point que je vais appeler 0, 0, ça va être cet endroit-là. 0 pour les lignes et 0 pour les colonnes. Donc on a le caractère 0, puis 1, puis 2, puis 3, jusqu'au caractère 15 ici. Et en vertical, on a le caractère 0 qui va être là, et le caractère 1 qui va être là. Donc, on peut déplacer notre curseur, histoire de ne pas toujours écrire sur la ligne du haut. Comme ça, on va pouvoir aussi écrire sur la ligne du bas. Pour cela, il y a la fonction LCD setCursor, avec un C majuscule ici. Elle va prendre deux paramètres, qui est tout simplement la position du curseur, où on a envie de se placer. Donc par exemple, on peut se placer en 0, 1. Donc si, de base, j'écris juste Twitch TV, en dessous, si je refais après un print, après avoir déplacé mon curseur, je pourrais écrire par exemple Eskimo. Mon curseur, ici, ça va être la colonne où je souhaite me placer, et ici, ça va être la ligne. Je vous rappelle qu'on commence à 0, donc colonne 0, ça va être la toute première à gauche, et ligne 1, ça va être la deuxième ligne. La toute première ligne en haut, ça va être la ligne 0. Donc, placement du curseur, entre parenthèses, colonne, virgule, ligne. Donc si je fais ça, mon curseur, donc vous voyez j'ai rajouté des petits espaces ici, donc ça a décalé mon texte, mon curseur automatiquement va se placer ici, puis écrire le texte que je lui fournis. Donc deux espaces, puis Eskimo. LCD setCursor. J'aurais pu placer mon curseur, au lieu de taper deux espaces comme ceci, j'aurais pu placer mon curseur un peu plus loin. Par exemple, si je le place à, pardon, on reste sur cette ligne-là, mais si je le place en quatrième colonne, automatiquement,
mon texte, il va être décalé de 4. Ensuite, on a d'autres petites fonctions, alors qui sont pas essentielles, mais qui sont toujours rigolotes à connaître. La fonction scroll display, left ou right, permet simplement de faire déplacer le texte vers la gauche ou vers la droite. Donc, par exemple, alors, je vais rajouter un délai parce que sinon on va rien voir. Si je m'amuse à faire à chaque tour de boucle un scroll display, ah, mon copier n'a pas fonctionné. Voilà. Un lcd.scrollDisplay left, ça va nous faire partir tout le texte vers la gauche. Vous voyez? Donc là je le fais à chaque tour de boucle. Donc petit à petit, mon texte, il quitte l'écran. Alors on a plein d'artefacts graphiques. Évidemment, on peut aussi aller vers la droite. Donc pour faire des textes défilants par exemple, vous pouvez faire ça. Une autre fonction qui est très pratique, ça va être d'effacer l'écran. lcd.clear. Donc là, ça va écrire quelque chose, puis 2 secondes plus tard, ça va l'effacer. Ouais, et on va faire une petite pause pour qu'on voit que l'écran il est bel et bien effacé. Donc là, on va tout écrire, puis on va l'effacer dans 2 secondes, puis après on va réécrire juste Esquimon, puisqu'on va rester juste dans la boucle, et ça va s'afficher pendant 2 secondes, s'effacer pendant 1 seconde, s'afficher pendant 2 secondes, s'effacer pendant 1 seconde, etc. etc. C'est une bonne question, Amaury. Je sais pas. Je sais pas. Il faudra regarder de manière au plus près ce qu'il y a. Et voilà, ça clignote comme ça. Salut OG Coco. Oui, Amaury? Ah, tu es en train de lire l'écran. Tu me déconcentres, c'est pas très malin ça. Hein. Donc ça, c'est les petites fonctions pratiques. Effacer l'écran, faire défiler le texte, ce genre de choses. On peut aussi tout simplement éteindre l'écran avec la fonction de display. Ou le réafficher si on l'avait éteint. Afficher ou pas le curseur et le faire clignoter. Est-ce que ça va pour l'instant? Maintenant, il y a une dernière petite chose que j'ai envie qu'on voit, qui est un petit peu plus compliqué. On peut faire un jeu de course équestre. J'ai pas compris ta remarque, Chris, sur le jeu de course équestre. On va faire un truc qui est un tout petit peu plus compliqué. Ici, vous voyez, on affiche un texte, on affiche Esquimon. Ok, c'est cool, on sait la taille qu'il prend. On sait qu'il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. Si on veut le centrer, etc., c'est pas très compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut afficher une variable? Si on veut afficher une variable, par exemple, on pourrait avoir une variable mesure qui pourrait être la mesure de la température. Admettons, ici, à la place d'écrire 25, j'ai mesure égale, mettre en commentaire, mesure égale température, et derrière j'ai un capteur, hop, température, et derrière j'ai un capteur qui me retournerait la température sous la forme d'un entier. Admettons. Une première chose qu'on peut faire, c'est faire print directement de la variable. Donc je peux faire ça, et la variable va s'afficher. 25. Je vais enlever ça, hop. Set curseur à la position, on va l'afficher en bas, 0,1. Donc là si je fais ça, on a bien 25 qui s'écrit. Pourquoi il y a 4 espaces? Ah bah j'ai redéplacé le curseur après. Voilà, ça y est, c'est plus cohérent. Donc là j'ai bien 25 qui va s'écrire. Maintenant, admettons, très bien, admettons, on refait la mesure un petit peu plus tard, et cette fois-ci, mesure ne vaut plus 25, mais mesure vaut... allez, mesure ne vaut plus que 1 degré. Ou allez, non. Mesure vaut 9 degrés. Imaginons. Maintenant, mesure vaut 9. On est passé de 25 degrés à 9 degrés. Et on refait cet affichage. Et on refait cet affichage. Donc là, on attend un petit peu.
Et on a du bol. Pourquoi ça a fait comme ça? Normalement, ça fait pas ça. Ah oui. Je vais le refaire autrement. Admettons ma boucle elle tourne sans arrêt. C'est ça en fait. Celui-là c'était trop facile. Int mesure égale 0. Et admettons, tout d'abord, ma mesure vaut 25. J'efface mon écran à chaque tour de boucle. Clear. Je repositionne mon curseur en début de ligne. Et mesure va valoir tout d'abord 25. Donc, je vais afficher mesure. Maintenant, au tour suivant, vous êtes d'accord que si on attend, par exemple, entre chaque tour, si on attend 2 secondes, et qu'on refait la mesure, au tour suivant, par exemple, la mesure, donc il va y avoir de nouveau un nettoyage, d'ailleurs on pourrait s'en passer, on va se contenter juste de mettre le curseur pour revenir en début de ligne, et si on refait la mesure, par exemple, cette dernière pourrait valoir juste 8 degrés. Et si on refait print, sans effacer l'écran, c'est important, sans effacer l'écran, juste en repositionnant le curseur, on va avoir un petit souci. Donc là, il faut imaginer que ça c'est le premier tour de boucle, et ça c'est le deuxième. On va avoir un petit souci. 25, puis après juste 8. Vous voyez, on a 85 qui s'affiche. Si on nettoie pas l'écran ne se nettoiera pas lui-même. On va juste écrire les caractères dont on a besoin. Donc là, un observateur qui viendrait et qui regarderait, il verrait 85 degrés. Et il n'est pas... Alors que normalement, il aurait dû lire 8 au lieu de 85. Pour régler ce genre de problème, on a différentes solutions. Par exemple, la première solution, ça aurait été tout simplement d'effacer l'écran. Si on avait fait ça, admettons à chaque tour de boucle, on efface l'écran, ça passe de l'été à l'hiver. Ouais, alors évidemment, c'est un exemple un peu naïf. C'est un exemple un peu naïf, mais imagine par exemple, tu as un gros appareil industriel, une étuve ou un truc comme ça. Tu peux pas t'amuser à mettre la main dedans pour vérifier la température. Comment, en étant à l'extérieur, tu peux savoir quelle est la température qui est à l'intérieur? Tu mets un capteur et tu mets un écran. Sauf que si ton écran il t'affiche comme ici, n'importe quoi, forcément ça marche pas. Je ne veux pas t'interrompre, mais gros pouce bleu sur ton vlog et tes vidéos, ça m'aide beaucoup et les développements sont super intéressants pour les curieux. Ok, bonne journée à toi et merci pour le compliment. C'est gentil, c'est sympa. Je fais de mon mieux, j'essaye. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir une nouvelle fonction. Cette nouvelle fonction, alors là, il va falloir s'accrocher un tout petit peu, parce que ça va être un tout petit peu complexe, l'espace de 5 minutes. Cette nouvelle fonction, elle va s'appeler sprintf. Alors, sprintf, pourquoi sprintf? Dans sprintf, on retrouve print, qui veut dire écrire. D'accord? Imprimer, écrire. F, ça va vouloir dire formater. Donc, on va faire une écriture formatée. Et S, ça veut dire string. On va faire une écriture formatée dans une string, dans une chaîne de caractères. Donc, on va revenir une fois de plus sur le cours sur la liaison série, la voie série. Et donc, on va reprendre un objet qu'on avait appelé un tableau. Pas un objet, pardon. Une variable qu'on avait appelée un tableau. Je vous rappelle que dans un tableau, quand on écrivait avec cette syntaxe-là, c'était équivalent à créer un espace mémoire de 16 cases de type char, donc 16 octets, de 16 cases qui étaient les unes à côté des autres, les unes adjacentes aux autres. Donc on a 16 cases mémoire qui sont réservées, et dans ces 16 cases mémoire, par exemple, on pourrait mettre 16 caractères. Et donc ça s'appelle aussi une chaîne de caractères, quand c'est écrit comme ça. Si j'avais écrit Esquimon à l'intérieur, on aurait le message Esquimon qui sera inscrit là-dedans. Et c'est là toute la magie, comment toute la magie va opérer. Dans sprintf, on va lui dire que dans notre message, on va écrire une chaîne de caractères. Donc, par exemple, je pourrais dire d'écrire Esquimon. Et après, si je fais un lcd print de message, alors, hop, alors, mon message qui était initialement vide, il se retrouve à avoir l'information Esquimon dedans. Alors ça serait bien de faire un petit clear parce que sinon on met des messages à la queue leu. Hop. Donc là vous voyez, initialement message c'était vide, mais grâce à sprintf, j'ai été écrire l'information Esquimon dans message. Donc là vous allez me dire ok c'est bien mais c'est pas
Pas révolutionnaire, quoi. On aurait pu aussi directement prendre ça et le mettre là-dedans, quoi. Là où ça va être super intéressant, ça va être quand on va commencer à avoir des variables. Par exemple, admettons, on fait une horloge. Donc on a les heures. Ça rentre sur un char, on va mettre un char. Les heures. Par exemple, quand il est midi. Les minutes. Et les secondes. 12, 13 et 14. Admettons, on veut écrire sur mon écran les heures, les minutes et les secondes. On a plusieurs façons de faire. La première façon, ça serait de faire d'abord print heure, puis print de 2 points, puis print des minutes, puis print des secondes. On pourrait faire comme ça. A priori, ça devrait fonctionner. Si je fais ça... Pourquoi il n'a pas voulu? J'ai oublié un truc? C'est le char qui l'aime pas? Ah bah oui, c'est le char qui l'aime pas. Il croit que c'est un caractère. Alors que si tu lui donnes un entier, il va comprendre que c'est un entier. Donc par exemple, ça pourrait afficher 12, 13, 14. Maintenant, admettons ici, les minutes, c'est pas un nombre à 2 chiffres, ça va être un nombre à un seul chiffre. Mon affichage, il va être pété, parce qu'au lieu d'avoir un joli 12, 07, 2.14, ouais, il le comprenait comme de l'ASCII, ouais. Donc là, au lieu de le comprendre comme 12, 07, 14, vous voyez, ça fait 12, 7, 14. Ça veut dire que quand on va arriver à 10, tout mon affichage il va se décaler pour pouvoir faire rentrer le caractère plus de plus. Donc ça va être un peu moche parce qu'on va avoir un message à taille variable. Donc là on est bloqué. Il y aura une solution qui dirait ici faire un if. Par exemple, on pourrait avoir une solution qui dirait que if minute est inférieur à 10, alors dans ce cas-là, on fait un print de un caractère vide. Ou plutôt un 0 même, ça serait plus intelligent. On pourrait faire un print de 1, 0. Et du coup, évidemment, il faudra faire pareil avec les heures, pareil avec les secondes. Donc ça commence à faire un code un petit peu compliqué pour pas grand chose. Une solution pour tout ça, ça va être de laisser Arduino faire le travail pour nous. Donc ici, dans notre chaîne de caractères, on va exploiter le côté formatage du print. Je vous rappelle que print F, ça veut dire print formaté. Le formatage, comment ça marche? Eh bien tout simplement ici, vous allez donner une chaîne à manger à votre fonction. Donc vous allez donner une chaîne, et dans cette chaîne, à l'intérieur, vous allez pouvoir lui passer des marqueurs. Un marqueur, ça va juste servir à dire que, attention, à cet endroit-là, je veux qu'il y ait un nombre et non pas un caractère. Donc par exemple, le marqueur %d veut dire que l'on remplace %d par un nombre. Et le nombre qui sera à la place de %d, ça sera le premier paramètre qui se trouvera ensuite dans la fonction. Donc par exemple, si je mets heure ici, automatiquement le message, il va contenir la variable heure ici, dans le %d. Donc si je fais ça, on devrait savoir s'afficher 12. Ensuite, si je peux rajouter encore un autre %d, et mettre minute. Et en rajouter encore un %d pour mettre seconde. %d. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a un code déjà un peu plus simple. On n'a pas besoin de faire 15 fois des LCD print, on a juste besoin de paramétrer, de formater notre chaîne de caractères grâce au sprintf. Donc ça, c'est la cible, la variable dans laquelle on inscrit notre message. Ça, c'est notre message avec un formatage, donc %d pour un nombre. Et ensuite, ce sont toutes nos variables qui vont remplacer les différents endroits à formater. Mais on a toujours notre problème. On a toujours 12, 7, 14. Donc ça, c'est contraignant. C'est pas terrible. Avec les formatages, avec l'écriture %d, on peut forcer un formatage avec un certain nombre de chiffres, par exemple. Par exemple, %d, il dit « je veux recevoir un nombre ». Si le nombre vaut 0, il mettra 0. Si le nombre vaut 10, il mettra 10, etc., etc. Et on peut lui dire que, par exemple, notre nombre, il doit contenir, il doit
être contenu sur 2 caractères. Donc en faisant %2D, ça veut dire affiche-moi mon chiffre avec 2 chiffres. Affiche-moi mon nombre avec 2 chiffres. Donc si je fais ça partout, dorénavant, chaque emplacement prendra 2 caractères. Donc 12 sur 2 caractères, évidemment, 7 sur 2 caractères, un caractère vide et le caractère 7, et 14 sur 2 caractères aussi. Le formatage est consentant. J'ai pas compris si c'est une blague ou pas. Mais maintenant, on a toujours notre problème, le caractère vide, ça fait pas terrible. Et bien pour ça, on peut encore donner une information supplémentaire. On peut mettre une information supplémentaire qui est le 0. En mettant 0, 2, dans ces cas-là, la chaîne de caractères ne sera plus remplacée avec un caractère vide, mais avec le caractère 0 devant. Donc j'ai anticipé ta question, Chris, et voilà. Et donc voilà, dorénavant, on a bel et bien notre heure qui s'affiche de la manière la plus propre possible. Quel que soit le nombre de minutes, on aura bien à chaque fois un 0, et donc à chaque fois on aura une écriture complète, une écriture propre. Et donc ça, on peut le faire pour de vrai. Si par exemple, donc, on peut avoir notre nombre total de secondes qui viennent de s'écouler. Donc je vous rappelle que dans Arduino, il y a la fonction milli qui sert à retourner le nombre de millisecondes depuis le début, depuis le démarrage de notre petite carte Arduino. Donc si on le divise par 1000, on a le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le démarrage. Et après, avec un peu de mathématiques, on peut s'amuser à écrire, à décomposer le nombre de secondes en heures, en minutes et en secondes. Pour cela, par exemple, on sait que dans une heure, il y a 3600 secondes. Une heure égale 3600 secondes. Une minute, c'est 60 secondes. Et une seconde, c'est évidemment une seconde. C'est 60 minutes. Donc pour cela, par exemple, pour savoir combien d'heures viennent de s'écouler, si j'ai par exemple, si total vaut 7200. 7200, vous êtes d'accord que c'est 2 heures, c'est 2 fois 3600. Donc pour avoir l'information des heures, il va falloir faire total divisé par 3600. Là, a priori, on va avoir le nombre d'heures. Si total vaut 3601, eh bien 3601 divisé par 3600, ça fait 1, et il me restera 1. Si ça vaut 3602, alors ça vaudra 1, et il me restera 2. Le reste, on ne s'en occupe pas, on fait une division entière. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas du reste de la division. Donc là, par exemple, on a notre nombre d'heures. Ensuite, pour le nombre de secondes, le nombre de minutes, pardon. Le nombre de minutes, ça va être mon total, moins le nombre d'heures, donc moins heures multiplié par 3600. Alors Amaury il va rigoler parce que je vais pas me rappeler, j'ai fait le calcul hier soir mais je me rappelle déjà plus. Le nombre de minutes, ça va être total moins le nombre d'heures, donc là ça va être le nombre de minutes qui nous reste, divisé par 60. Je vais peut-être m'en sortir sans modulo Amaury. Donc là a priori on a le nombre de minutes qui se sont écoulées. Total moins le nombre d'heures qui se sont écoulées, et le tout divisé par 60 pour avoir le nombre de minutes. Si on avait, prenons un exemple, si on avait 3672, ça nous fait 3600 plus 12, pardon, plus 72, et donc ça nous fait 1 heure, 3600, 1 minute, et ensuite 72 divisé par 60. Et 72 divisé par 60, ça va nous donner 1, comme 1 minute. Jusque là, ça me semble ok. Et enfin, il nous reste à déterminer le nombre de secondes. Donc le nombre de secondes, ça va être le total, moins le nombre d'heures, moins le nombre de minutes qui se sont écoulées. Amaury, je sais pas pourquoi hier soir je me suis embêté avec le modulo, on n'en avait pas besoin en fait. En fait, ça m'épargnait un peu des calculs ici, mais ça se faisait. J'ai une parenthèse de trop, je crois.
vérifie. Et donc là, normalement, on a une horloge qui va nous compter le temps. Voilà. Donc là, on a une horloge qui nous mesure le temps qui passe. Alors, on peut vérifier que ça fonctionne correctement en lui donnant un petit décalage, en disant que tu démarres avec, par exemple, 120 secondes de plus. Donc 120 secondes, ça doit faire 2 minutes. Donc voilà, on a 2 minutes. Et si je lui dis de démarrer en plus avec 2 heures d'avance, dans ce cas-là, on a bien 2 heures, 2 minutes et le temps qui passe. Permettre à 0. Je suis désolé, j'étais un peu vite sur cet aspect-là. Je vais laisser couler le temps et on va voir le temps qui va s'incrémenter. Non, Arduino n'a pas d'horloge interne. Parce que c'est des composants qui coûtent un petit peu plus cher. Et du coup, pour garder le coût de manière raisonnable, il n'y a pas d'horloge. Ce qu'on appelle une RTC. RTC. Hop. Je vais prendre ça. Hop. RTC égale Real Time Clock. Si dans un projet, vous souhaitez utiliser l'heure, vous souhaitez avoir une connaissance de l'heure, la vraie heure, il vous faut utiliser une RTC, une Real Time Clock, une horloge temps réel. C'est un composant externe avec lequel vous devez communiquer, votre Arduino devra communiquer avec, sur lequel vous pourrez régler le temps. Dessus, il y aura une petite pile, et sur lequel vous pouvez récupérer du coup le temps qui passe. Vous pouvez même régler une alarme qui mettra à 1 ou à 0 une broche, etc., etc. La Real Time Clock. Et du coup, ça nous permet de faire un petit peu le tour sur ce fameux petit écran alphanumérique. Donc vous voyez, il n'était pas trop sorcier, ça nous permettait de faire une petite pause vis-à-vis de tout ça. Et du coup, ça nous permettait de faire un petit break voilà, entre les moteurs. Et la semaine prochaine, on va voir les capteurs. On verra différents types de capteurs, donc on parlera surtout d'électronique et un petit peu d'informatique. On verra des capteurs tout ou rien, donc ce qu'on appelle TOR. Vous en avez déjà vu, puisqu'on a déjà vu par exemple le bouton. Le bouton est un capteur tout ou rien. Il nous envoie l'information appuyée ou relâchée, 0 ou 1. C'est un capteur tout ou rien. Les capteurs à résistance variable, comme par exemple la photorésistance, qui va mesurer la lumière, la quantité de lumière qui le traverse, et donc qui va faire varier sa résistance interne en fonction de la lumière. On verra le capteur de distance à ultrasons, parce que je sais qu'il avait été demandé au début du cours, au tout début, en septembre-octobre. Donc on verra un petit peu comment il fonctionne, quel est son principe de fonctionnement. Et après, selon le temps qui reste, on verra d'autres capteurs un petit peu en vrac, capteurs avec communication I2C ou des choses comme ça. On ne rentrera pas en profondeur dans chacun d'entre eux, mais on découvrira un petit peu comment ils fonctionnent et comment on communique avec. Alors, pour mettre à l'heure une RTC, il y a différentes façons de faire. Alors, soit quand tu compiles ton code, tu précises le temps. Donc tu vois, tu pourrais mettre par exemple des variables heure, minute, seconde. Ça, c'est une solution. Soit tu mets un écran et des boutons, et avec tes boutons, tu vas pouvoir voir sur l'écran le temps que tu es en train de régler. Donc là, tu vas pouvoir régler ton temps avec des boutons et avec ça. Ou soit, à la compilation, alors il faudrait que je retrouve, mais à la compilation, le compilateur, donc le compilateur, c'est ce qui va transformer votre code. Le compilateur, c'est ce qui va transformer votre code en choses binaires, en choses compréhensibles par la petite puce au niveau électronique. Et donc le compilateur, il a des instructions un petit peu spéciales qui permettent d'avoir connaissance sur certains aspects. Par exemple, il y a underscore time, je crois. Alors, c'est compiler. Je vais essayer de retrouver l'information. Time, je crois que c'est ça. Et donc, au moment de la compilation, tu peux connaître... Au moment de la compilation, tu peux connaître le temps. Je pense que tu peux connaître les secondes aussi. Cela de temps, ça va pas nous aider. Ça va le compiler, tu vois, sous la forme heure, minute, seconde. Donc, par exemple, 22, 29, 12. Donc ça va renvoyer une chaîne de caractères. Secondes. Et je pense qu'on peut avoir un peu tout ce qu'on veut. Enfin bref, tu vois, au moment de la compilation, donc quand tu as compilé et envoyé ton programme, tu peux avoir le temps local. Et donc ça permettrait de l'emmener et de le mettre à l'heure, a priori. Mais du coup, c'est au moment de la compilation, absolument. Donc ça veut dire que si tu éteins ta carte et que tu la rallumes, l'heure sera complètement fausse. C'est exactement ça. Mais sinon, oui, c'est ça, c'est des boutons et ça devient un four où il faut mettre l'heure en cliquant sur des boutons, etc. etc. quoi. Du coup, c'est pas hyper convivial, c'est pas ce qui est le plus facile à faire, quoi. Je suis absolument d'accord. Et voilà, pour l'écran.
C'était bien, non? C'était pas trop compliqué. La RTC a une petite pile, tu sais, une petite pile bouton comme on trouve dans les montres. Ça lui permet de garder l'heure, même si tu coupes ton Arduino. Et bien dans ces cas-là, c'est la petite pile de la RTC qui va prendre le relais pour l'alimenter, la garder en veille, mais en fonctionnement le plus longtemps possible. Donc soit tu la gardes alimentée avec l'Arduino, et dans ces cas-là, la pile, elle n'est pas consommée. Soit quand il n'y a plus d'alimentation depuis l'Arduino, c'est la petite pile de la RTC qui va prendre le relais. Évidemment, si la pile est morte, bah, l'heure est perdue aussi, quoi. Oui, sinon, Amaury, c'est ça. Tu peux te mettre à l'heure via un accès Internet. Bah oui. Rarement. Hein. À la fin, ça le semble. Quand tout fonctionne, t'as l'impression que c'est magique. Mais entre-temps... Et tu parles du DCF? DCF 77? C'est beau ce que tu dis, Amaury. Alors, si tu parles de ça, l'horloge atomique, si on parle du DCF-77, le DCF-77, c'est un signal radio très très longue portée qui est émis depuis Francfort, si je dis pas de bêtises. Donc, qui est émis en Allemagne. Depuis Francfort, ils ont une grande antenne radio qui émet avec des ondes très longue portée, donc très faible, très basse fréquence. Ça émet très très loin. Et donc, c'est un signal qui est codé sur 1 bit par seconde. Donc, sur 60 secondes, le signal fait 60 secondes. Et sur les 60 secondes, vous avez 1 bit d'information à chaque seconde. Et donc, si vous faites une petite antenne qui est calibrée sur le 77 MHz, je crois que c'est ça, DCF 77, ça doit être 77 MHz. Et bien, si vous faites une petite antenne qui est calibrée pour écouter cette fréquence, vous êtes en mesure de voir le signal et du coup d'avoir une horloge toujours à l'heure. Il existe d'ailleurs des petites horloges à bricoler ou qui sont fournies avec l'antenne, etc. Et donc, ça vous permet d'avoir une horloge qui est toujours à l'heure, été comme hiver. C'est assez rigolo. C'est assez marrant comme projet à faire. L'antenne, ça fait une petite bobine. Et du coup, même quand vous êtes en passage heure d'été ou heure d'hiver, l'information heure d'été ou heure d'hiver, elle est codée sur 1 bit dans le signal de 60 bits. Et du coup, ça vous permet d'avoir automatiquement votre horloge qui est toujours à l'heure. Pour le DCF, bah, il faut trouver l'antenne. Le plus compliqué, c'est d'avoir l'antenne. Et pour que le signal puisse être démodulé. Et après, tu peux t'amuser. Ça te fait un 1, un 0, un 1, un 0. Et puis du coup, tu peux avoir l'information, quoi. C'est assez marrant. C'est des projets d'étudiants qui reviennent assez souvent. DCF 77. Hop. Tac. 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 Donc voilà, l'émetteur c'est pas un petit truc. Un gros machin comme ça. Et ça émet mais à des kilomètres. Le machin il est... Donc si je dis pas de bêtises c'est à Francfort. Francfort Main, voilà. Et du coup ça émet mais... un truc de fou. Alors, c'est pas un petit émetteur, hein. 30 kW c'est pas le wifi de la maison, hein, clairement. Ça émet un peu plus costaud quoi. Et voilà, la fréquence, pardon, pas mégahertz évidemment, 77 kHz. Et donc, la portée de ce signal est assez folle. Vous voyez, l'émetteur il est ici, en Allemagne, et on est capable de le capter à des distances de fou quoi. Alors je sais pas si on peut vraiment le capter jusqu'à 2000 km, mais ça reste possible. Est-ce qu'ils mettent la distance? À une distance inférieure à 500 km, une onde au sol de 1 mV par mètre peut être attendue. Je sais pas exactement comment ça s'interprète. Je suis pas un spécialiste radio. J'ai fait de la radio pourtant au travail, mais je suis pas un spécialiste radio. Et donc vous voyez, alors il y avait un petit dessin. Bah, typiquement, Maury, tu lui posais la question. Un module DCF, ça ressemble à ça. Tu vois, tu as la petite antenne qui est là, qui est ici, les bobines qui sont sur un morceau de fer. Donc c'est du fer doux, c'est pour améliorer la réception de tout ce qui est champ magnétique. Tu as une petite bobine qui sert d'antenne. Et après, tu as juste derrière, tu auras ton signal 1 ou 0. Là, c'est pour avoir le positif ou le négatif, parce que c'est un signal analogique. Et donc derrière, tu pourras avoir ton signal 1 ou 0. Enfin, tout bête. Et le signal, quand on regarde un peu sur une horloge, le signal donc c'est 1 bit par seconde, donc là on va avoir 60 sections. Et donc au début, ça va être une certaine information. Un peu plus tard, vous aurez l'information des minutes, l'information des heures, le jour de la semaine, le mois, l'année, etc., etc. Et l'information de la seconde, comment elle est codée l'information de la seconde? Je me rappelle plus. Calling one required, je sais pas ce que ça veut dire.
Ah bah voilà, en allemand, ça va toujours mieux. Inhalt Barrastringen. Comment on sait combien de secondes on est rendu? On le sait pas. Ou c'est au moment du début du signal, forcément c'est 0 secondes. Et ça permet de se caler. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Forcément, si vous démarrez à 0, bah vous avez 0 secondes. Bah oui, j'ai pas réfléchi. Il y en a d'autres ailleurs. Ouais, il y en a d'autres. C'est pas la seule. Par contre, elle s'appelle pas DCF 77, mais il me semble qu'il y en a d'autres. C'est pas que en Europe. Non, non, aux États-Unis aussi, ils doivent avoir la leur. Et donc, en dessous, c'est une horloge atomique, donc avec une précision qui est très très bonne. Euh, Au césium, voilà, pour tous ceux qui veulent savoir. Est-ce qu'il y en a d'autres et où? C'est une bonne question. L'augmentation de la portée à 2000 km. C'est fou hein, de se dire qu'on peut avoir un signal radio à 2000 km de portée, quoi. Moi, je trouve ça impressionnant, quoi. Bon, après, c'est du gros émetteur aussi. Là, je sais pas où c'est. Je sais pas s'il y en a. Ah, voilà, signaux horaires émis dans d'autres pays. Tu vois, donc, en France, il y en a un autre. Aux États-Unis, ils ont le WWV, etc., etc. Canada, etc., etc. Donc, tu vois, il y en a un peu partout sur la planète. Et donc, si tu es en mesure, si tu es calé sur le. Si t'es calé sur le signal autre part sur la planète, bah, tu peux voir les autres signaux, quoi. Le MSF. Tu vois, là, par exemple, c'est 60 kHz, c'est pas 77. Donc, la porteuse, le signal qui transporte l'information, il est codé, il est à 60, il travaille à 60 kHz. Donc, la fréquence de fonctionnement va influencer la portée. Donc, il va y avoir l'énergie, donc ça va être la puissance de ton émetteur, et aussi la fréquence de fonctionnement, parce qu'un signal plus ou moins rapide, avec une fréquence plus ou moins élevée, va pénétrer plus ou moins bien les bâtiments, etc. etc. Par exemple, le Wi-Fi, il est à 2,4 GHz. C'est très bien pour transporter des signaux très vite, pour porter beaucoup de choses, donc on peut avoir des gros débits. Par contre, ça peut pas aller très loin, ça va vite être arrêté par des murs, par le corps humain ou des choses comme ça. Parce que le corps humain, c'est rempli de flotte, et 2 gigacartes, c'est vachement arrêté par la flotte. Alors qu'ici, 60 kHz, ça permet pas de coder beaucoup d'informations en peu de temps, donc on peut pas avoir des signaux, des transmissions d'informations rapides. En revanche, ça peut aller très très loin. Du Wi-Fi sur ouais, c'est ça. 2000 km le Wi-Fi, mais à 1 bit par seconde. Donc quand tu veux ton image, tu attends un petit peu. Tu fais un stream, mais c'est un stream, tu le regardes sur une dizaine d'années. Le temps de récupérer tout. Après, il faut regarder des streams où l'information se périme pas trop vite. Voilà, comme les streams pédagogiques. Ça sera encore valide dans un petit moment, donc tu peux te le permettre. C'est possible. Ouais, puis pas en HD, tant qu'à faire. Ben oui. Enfin bon. Sinon, comme tous les mercredis, je vais devoir pas tarder à y aller. Alors je vous rappelle, la semaine prochaine, dernière séance où on parlera des capteurs, dernière séance de 2019. On reviendra encore plus fort, encore plus beau, encore plus grand en 2020, où on pourra éventuellement parler. Il y a eu pas mal de gens hier soir qui étaient motivés pour parler de Arduino sur Internet, donc rajouter l'Internet sur notre Arduino. Donc on se retrouvera. Donc la semaine prochaine, on se voit encore, il n'y a pas de problème, je serai là. Donc séquence émotion, on se la garde pour la semaine prochaine. Et on en reparlera du coup un peu plus tard, mais ça sera pas fini. C'est pas parce que 2019 s'arrête qu'on arrêtera. 2020, on remettra le couvert avec l'internet, et peut-être une saison 2 si vous avez des amis, de la famille, etc., des enfants, des cousins qui ont reçu des kits Arduino pour Noël et qui veulent en savoir plus. Eh bien, je ferai peut-être une saison 2 où je reprendrai tout depuis zéro, mais un seul soir par semaine pour recommencer. Sauf s'il y a la fin du monde. Si je me prends un bus au Nouvel An. Et donc d'ici là, vendredi, on se fera sûrement un petit stream jeu. Et sinon, on se retrouve lundi pour un stream jeu, ou mardi soir, 21h pour les capteurs, ou mercredi, 15h pour les capteurs. Et se souhaiter un joyeux Noël, plein de bonnes fêtes, etc., etc. Il y aura tout le beau sapin, etc., etc. Ça sera la folie. On va s'éclater, ça va être trop bien. Les subs vont pleuvoir, les follow aussi, ça va être la folie, quoi. Bon, allez.
fin des blagues. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine si on se revoit pas d'ici là, avec un très bon week-end, etc., etc. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut, salut!